Bonjour tout le monde, je m'appelle Sheila et aujourd'hui, pour une entrevue sur la transformation numérique, je suis accompagnée par Chantal Albert, qui est en fait la fondatrice de SOS Prof. Qu'est-ce que SOS Prof? C'est en fait une initiative qui est partie de son idée pendant son baccalauréat en éducation, qui était de venir aider les gens en général, surtout d'aider tout le monde et surtout les jeunes dans leur accompagnement dans le tutorat. Aujourd'hui, ils offrent des services d'aide aux devoirs, de tutorat, d'aide aux préparations d'examens, d'aide à la scolarisation et beaucoup plus encore. Le but est de venir créer une plateforme et de venir aider les gens à trouver leurs tuteurs et tutrices un à un pour avoir un service privé et maintenant développer leurs compétences et leur façon d'apprendre en ligne. J'accueille maintenant Chantal Albert. Bonjour Chantal, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. On est super heureux de t'avoir avec nous, surtout pour parler de ton entreprise qui est vraiment super intéressante et surtout qui a un message, une mission vraiment intéressante pour tous. Est-ce que tu peux d'ailleurs me parler plus en détail de ton entreprise, de ton modèle d'affaires que tu as commencé il y a maintenant un bon 9 ans? Oui, bientôt, ça va faire 9 ans. Donc, oui. Le projet est né en juin 2015. Et puis, c'est né avec une idée. Moi, j'aimais beaucoup faire du tutorat à la base. Donc, quand j'étais enseignante, mon temps supplémentaire, je le passais à faire du tutorat scolaire avec des jeunes. Et je voyais aussi que dans les salles de classe, les enseignants se faisaient demander pour « OK, est-ce qu'on pourrait avoir un tuteur? Est-ce que vous pourriez nous référer à un service de tutorat ou à un tuteur? » Puis, les enseignants n'avaient jamais cette réponse-là. Et là, je me disais « Ah, c'est dommage parce que plusieurs élèves ne trouveront pas l'aide nécessaire. » Et puis, il doit y avoir plein de gens qui aiment faire du tutorat comme moi, j'aime en faire. C'est comme ça que SOS Prof est né. Après mon 3e enfant, je me disais « Est-ce que je retourne dans le monde de l'enseignement ou je fonde finalement l'entreprise de mes rêves? » Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on offre du tutorat scolaire 1 à 1 partout au Québec. Ça a été fondé pour être partout au Québec dès le départ. Puis là, on travaille avec quelques centaines de tuteurs aujourd'hui. Wow! Félicitations! Ouais. C'est non seulement, comme j'ai mentionné, une mission fascinante puis vraiment un besoin, je pense, qui est accru dans le milieu de l'éducation, mais super cool de voir que ton besoin de partager la connaissance est venu de là puis que tu as voulu le développer en donnant cette aide aux autres. Est-ce que tu peux me parler un peu du modèle d'affaires à la base que tu as voulu créer en apportant SOS Prof sur le marché? Oui. Donc, j'ai pas réinventé la roue, Sheila. OK? Moi, ce que je voulais, c'était de créer une communauté. Mm-hmm. Je voulais permettre à des gens, des enseignants ou des gens qui aiment l'enseignement, je voulais leur permettre d'aider des élèves, mais sans avoir à se soucier du reste, de trouver ses élèves, d'y aller avec la facturation. Et à ce sujet, je viens d'avoir une idée en tête, un souvenir qui me passe par la tête. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé SOS Prof. Alors, j'étais tutrice et j'arrive à la maison de mon élève et à la fin de la séance, j'ai jamais été capable de facturer la cliente. Ah! Je n'ai pas été capable de lui dire « Bon, mais ça fera ouais. tant. » Je suis partie sans me faire payer. Fait que t'as fait du bénévolat au final, quand c'était pas censé l'être. Heureusement, elle s'en est rendue compte. OK. Mais elle s'en est rendue compte une fois que j'étais partie. Donc, elle me disait « Ah, j'ai oublié de te payer. » Mais si j'avais jamais revu la cliente, j'aurais fait du bénévolat parce que jamais j'aurais été récupérer cette somme-là. Mm-hmm. J'étais trop gênée. Donc, je me disais « Je suis certainement pas la seule à avoir de la misère à collecter quelqu'un. » Donc, ça a fait partie des raisons pour lesquelles je me suis dit, OK, moi, je vais gérer les paiements. Donc, mes tuteurs vont vraiment se concentrer à faire ce qu'ils aiment le plus, soit transmettre le savoir, transmettre leur passion, aider les jeunes. Ah, j'adore ça. Puis c'est quand même une drôle d'anecdote, mais au final, c'est vrai. T'sais, on veut pas non plus se faire prendre pour des bénévoles ou se faire profiter. Fait que de mettre en place une structure, surtout dans le milieu de l'éducation où on veut aider, mais pas se faire profiter non plus, c'est vraiment nécessaire, je crois. Puis t'es sûrement pas la seule à avoir été dans cette situation. Mais c'est super intéressant de voir que ça a été un autre angle dans tout ça aussi, où tu t'es dit, OK, il y a peut-être une lacune ou un besoin quelque part que je peux répondre. D'ailleurs, est-ce que tu
tu peux nous parler un peu de ton projet de transformation numérique? Donc, j'ai mentionné la plateforme. Je te laisse m'en parler. Commence où tu veux, mais j'aimerais ça savoir de base, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et qu'est-ce qui en est devenu au final? À un moment donné, l'idée d'utiliser le numérique, c'est sûr que quand j'ai fondé SOS Prof, c'est même pas quelque chose auquel je pensais. En fait, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je savais vers où on s'en allait, mais je ne savais pas comment on allait y arriver. OK? Je prenais tous les indices sur le chemin. Puis, à un moment donné, j'ai été victime de mon succès. Et quand je dis j'ai été victime de mon succès, c'est évidemment nos tuteurs ont été victimes, l'ensemble a été victime du succès. Donc, très rapidement, SOS Prof est arrivé en première page sur les moteurs de recherche en dedans de 6 mois. Et là, je me suis vue dépasser des entreprises qui, ça faisait des années, qui étaient en service. Et donc, on devait embaucher plus de tuteurs. Et là, pour embaucher des tuteurs, je devais utiliser à l'époque Skype pour les rencontrer. Oh wow! Parce que j'embauchais des tuteurs. Je faisais affaire avec des tuteurs de partout au Québec. Donc, on avait Skype. Mais là, à un moment donné, des courriels. J'avais presque pas utilisé ça dans ma vie, des courriels. Donc, il fallait vraiment qu'on orchestre. Et je voyais que je devais reproduire les mêmes courriels tout le temps. Je voyais qu'il y avait vraiment une mécanique, une redondance et surtout des tâches chronophages qui arrivaient heure après heure. Donc, des tâches chronophages, ce sont des tâches répétitives. Je déteste. C'est parti d'une haine profonde. Capable. Hein? On en parlait tantôt. Moi, j'aime le changement. Oui. Et moi, je suis toujours partante pour un nouveau défi. Une tâche chronophage, c'est à l'antipode de qui je suis. Définitivement. Alors, on est venu aussi un fait où est-ce que je me disais, je suis pas prête à embaucher un employé. De un, j'avais absolument pas les fonds et je ne voulais pas prendre le risque. Donc, comme tous bons entrepreneurs, je voulais tout faire moi-même. Mais je pouvais plus. À un moment donné, j'en suis venue à la conclusion, j'avais quand même une famille avec un bébé de 10 mois là-dedans. J'en suis venue à la conclusion qu'avec la quantité de personnes qu'on avait, on travaillait déjà avec une centaine de clients, on a vraiment eu un succès presque dès le départ. Je devais absolument, pour que mes tuteurs puissent facturer les clients, planifier leurs séances, tout le support informatique, tout le support client, tuteur et tout ça, je faisais tout toute seule. Je ne voulais pas embaucher. J'avais peur. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que j'avais peur de déléguer et que ça ne soit pas fait de la façon que je voulais? Peut-être, probablement. Mais j'avais aussi peur de prendre le risque de me tromper de personne. Et ça, il y a un coût quand on fait l'embauche. Et là, l'entrepreneur qui était derrière mon site Internet, il me dit, tu sais, Chantal, on pourrait automatiser ton processus. Et ce qu'on ferait, c'est ce que tu veux. Raconte-moi quels sont les processus redondants que ta communauté a besoin. Et de là est parti, 1 an après la fondation d'SOS Prof, le départ de ce projet-là, qui a quand même pris 2 ans et demi à être mis en ligne, à une version vraiment minimum. Donc, ça permettait à ce moment-là, cette transformation numérique-là, de remplacer, dès le départ, 4 employés. C'est surprenant quand même. Et c'est exponentiel. Oui. Plus mon chiffre d'affaires va augmenter, plus on va remplacer d'employés. Et les dépenses restent les mêmes. Donc, pour moi, c'était logique. Et je me suis mise rapidement à comprendre tout ce que l'automatisation pouvait faire. Et en fait, ça faisait tout. Alors, je me suis mise à rêver de mon service à la clientèle de rêve. Mon service à la clientèle, c'est mon parcours utilisateur-tuteur, mon parcours utilisateur-client. Chez SOS Prof, on berce nos clients parce qu'ils ont peur pour les études, pour le futur de leurs enfants. On dorlote nos tuteurs parce que c'est eux qui chouchoutent nos élèves. Ouais. Puis on câline nos employés. Mais évidemment, à ce moment-là, je câlinais
une plateforme informatique. Ouais. Donc, ça a vraiment fait en sorte que j'ai pu bâtir le service à la clientèle de rêve et rester seule dans ma barque. Parce qu'au final, c'était encore ça que je voulais, rester seule dans ma barque. Mais là, évidemment, à un moment donné, ça ne suffisait plus parce que la plateforme informatique, on n'envoyait pas nos courriels avec ça. Et puis, l'embauche d'une employée en télétravail, parce qu'on a toujours été en télétravail, bien, il fallait que j'organise le travail en ligne. Alors, j'ai connu Asana, Trello, donc des outils avec des tableaux Kanban qui nous permettent de collaborer en tout temps dans des tâches précises. Alors, mon organisation du travail s'est faite à travers une transformation numérique. Ouais. Mais le game changer aussi, ça a été la gestion de notre service à la clientèle, tuteur client, qui s'est fait avec un CRM. On utilise HubSpot. OK. Et ça nous permet de faire... C'est incroyable ce que ça nous permet de faire. Et moi, quand j'entre dans des plateformes comme ça, je suis vraiment tombée dans la potion quand j'étais petite. On m'aurait dit ça à 20 ans, à 30 ans, je vous aurais dit « tu mens ». Je suis tout sauf une personne qui va faire un pivot à une entreprise au niveau numérique, alors que c'est complètement l'inverse. J'étais dans des fausses croyances. Il ne faut pas avoir peur de la transformation numérique. Il faut la voir vraiment comme notre meilleur allié. Ça peut être souffrant, ça peut être dur, ça peut être anxiogène parce qu'on ne sait pas vers quoi on s'en va. Mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait parce que maintenant, comme je dis, il m'arrive de dire « Hey, on pourrait partir une semaine, puis personne ne s'en rendrait compte. » Au final, c'est ça aussi. Presque. C'est que ça vous amène une certaine liberté, une certaine indépendance parce que votre processus, votre façon de faire est automatisée à quelque part. Puis j'adore que tu dises ça parce que c'est vrai que ça peut être épeurant d'embarquer dans le changement. C'est pas tout le monde non plus que ton ouverture d'esprit, ta curiosité, je sais que tu es une personne extrêmement prête à aller chercher le changement. C'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là puis qui est prêt à accueillir la transformation numérique avec des grands bras ouverts. Mais j'adore le message que tu véhicules aujourd'hui avec ce que tu as vécu, malgré ton parcours qui n'a pas tout le temps été rose. Hein? On en a parlé, on en a vu des choses hein, avec SOS Prof, des trucs qui se sont passés pendant ton parcours. Mais tout de même, tu as une ouverture puis tu as une positivité à toi puis ça fait rayonner. Puis j'espère que les entrepreneurs ou les entreprises qui sont pas nécessairement dans le même domaine que toi, mais juste en général, qui voient ton parcours, vont en tirer que le positif. Et puis, j'aime que tu le mentionnes aussi, que tu as eu une transformation numérique à plusieurs niveaux qui t'ont aidé dans toutes les facettes jusqu'au point que tu peux me dire que tu pourrais être non présente ou partie ou t'occuper de tes enfants, avoir une conciliation famille et travail qui est 100% gérable avec tous ces outils-là, que ce soit la plateforme que, en fait, offre ton service, qui est en fait le produit en soi, que ce soit les outils de gestion d'employés, de travail d'équipe comme Asana et HubSpot aussi, qui est en fait un super outil qui peut t'aider dans toute l'automatisation. Donc, je trouve ça fascinant. J'avais une petite question aussi par rapport à tout ça, puisqu'on parle quand même du domaine de l'enseignement, on parle maintenant de transformation numérique, c'est des choses qui sont essentielles pour toutes les entreprises, mais particulièrement pour le domaine de l'enseignement, puisque oui, le tutorat est devenu virtuel. Hein? On parle beaucoup des rencontres qui étaient en présentiel. Tu m'as mentionné aller à la maison de quelqu'un avant la pandémie. Mais puisque la pandémie est arrivée, est-ce que tu as trouvé que ce changement, cette transformation numérique était plus pertinente que jamais, sachant que la pandémie a rendu le service scolaire beaucoup à distance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu qui a aidé ou qui est arrivé au bon moment? Ça arrive jamais au bon moment, une pandémie. Puis, c'est pas parce que ça arrive que on va changer le comportement de l'utilisateur aussi rapidement qu'on le souhaite. OK? Donc, oui, en enseignement, ça a démocratisé. Ça a ouvert des portes. On a vu les outils technologiques. Qui connaissait Zoom avant la pandémie? Est-ce que Zoom avait un tableau blanc interactif avant la pandémie? Alors, tous les logiciels de vidéoconférence se sont vraiment améliorés pour l'enseignement en ligne. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que on va chercher des gens qui sont dans des milieux ruraux qui n'obtiendraient pas de l'aide d'un tuteur si ce n'était pas de l'enseignement en ligne. Donc, ça nous a vraiment permis de peaufiner nos façons de faire parce que c'est pas parce que tu es un bon enseignant en salle de classe que tu vas être un bon enseignant en ligne. OK, mais non, mais pas du tout. Tu dois aider ton élève au niveau technique, à la limite.
et les parents qui ne s'y connaissent pas. Donc, en tant que tuteur, il faut vraiment que tu aimes aussi la technologie. Ce que ça a changé, ça a changé un peu notre bassin de tuteurs. Donc là, on va chercher vraiment des tuteurs qui veulent travailler en ligne, donc le télétravail. Et ce que ça nous a permis aussi, c'est d'aider beaucoup plus d'élèves. À la limite, de doubler le chiffre d'affaires aussi, parce que on allait chercher des élèves sur tous les territoires et on n'avait plus de pénurie de main-d'œuvre qui était occasionnée par le fait que ça prend quelqu'un qui va aller se déplacer au domicile du client. Et sur des milliers de sondages qu'on a reçus depuis la pandémie, c'est vraiment difficile d'augmenter 1% quand on a beaucoup de sondages. Et puis, on en est arrivé à 1% de plus de taux de satisfaction à propos de nos séances en ligne. Vous voyez, donc, je pense que nos tuteurs, pour eux, ça améliore grandement leur qualité de leurs conditions de travail, leur qualité de travail, parce qu'ils peuvent travailler avec plus d'élèves. Maintenant, pour l'élève, il faut bien m'écouter, ça ne change pas grand-chose. Les élèves fonctionnent très bien en ligne. C'est surprenant quand même. Même mon garçon a commencé en maternelle, ne savait ni lire ni écrire, et à cause de l'interface, les tableaux interactifs, les jeux qu'on peut faire en ligne, c'est ludique. On met les écouteurs, on tombe dans notre bulle et on reste dans le 1 à 1. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence. C'est sûr qu'en tant que parent, des fois, il faut surveiller nos enfants. Les miens se retrouvent avec des fois, la tutrice se retrouve à enseigner à des pieds parce que mon garçon est rendu calé dans sa chaise. Et mon plus jeune, lui, s'amuse à couper le micro, couper l'écran. Bon, mais c'est pas grand-chose parce que même quand on se retrouvait en personne, on a des élèves qui ont des springs dans les pieds aussi, qui vont jouer avec n'importe quoi. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais on a un gros travail d'éducation à faire au niveau de nos clients pour leur faire essayer le tutorat en ligne. Parce que quand c'était la pandémie, c'était facile. On ne pouvait pas se déplacer. C'était l'unique choix. Mais là, maintenant que toutes les restrictions sont tombées, le client est revenu à ses anciennes habitudes, mais pas le tuteur. Donc, c'est le défi qu'on a à relever actuellement. Convaincre les familles de travailler en ligne. Parce qu'on ne convaincra pas les tuteurs de travailler, de retourner, se déplacer une demi-heure, 1 heure pour aller faire du tutorat en 1 heure non plus. C'est sûr. C'est quand tu y penses vraiment, mettons même toi, dans une position de tutrice où tu avais cette situation-là, je faisais des longs moments en voiture, tu sais, puis je me déplaçais, puis non, j'ai plus envie de retourner vers ça, puis ça change aussi ta réalité, fait que j'aime que tu le mentionnes comme ça, puis j'aime aussi que tu exprimes la réalité des choses à travers ta propre expérience, que tes enfants ou que les enfants en général n'auront pas nécessairement de problème à apprendre en ligne et que en fait, c'est peut-être un mythe qu'on avait pensé qu'il faut absolument que la personne soit à côté de toi pour avoir du support. Mais au final, non. Et puis, je pense que c'est quand même réel que la connexion humaine peut se partager, même à travers un écran. Exact. C'est ce que je demande à mes tuteurs. Est-ce que vous trouvez que ça fait une grande différence? Et mes tuteurs s'attachent tellement. On reçoit des commentaires chaque jour. Parce que notre clientèle, elle est sondée. Ça nous donne des frissons. On voit que le parent, finalement, est content et que la relation s'est créée, même si on ne voit pas le tuteur. Donc, je trouve ça merveilleux. Oui, j'adore. Puis j'adore que tu nous en parles aujourd'hui parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle on peut penser que, OK, le en ligne vient puis il commence à prendre plus le dessus, mais qu'est-ce qu'il y en est, en fait, des relations présentielles? Qu'est-ce que ça représente? Mais c'est super cool que tu en parles et que tu es capable de même nous dire qu'en fait, non, c'est un mythe. On peut passer au travers et même avoir des super belles expériences à distance. Si je veux rebondir, si tu me le permets, absolument. Tu me demandais si ça avait changé quelque chose, même au niveau peut-être technologique. Oui. La seule chose qui a changé, en fait, c'est qu'on a décidé d'ajouter on a utilisé un open source, puis on l'a intégré à notre système. Donc, on a notre propre système de visioconférence maintenant. Excellent. Ce qui fait que nos tuteurs n'ont pas à débourser pour ça. Parce qu'ils n'ont pas à débourser pour un compte Zoom ou toute autre plateforme. C'est gratuit. En fait, c'est pas gratuit
C'est offert par SOS Prof. C'est offert par SOS Prof. Puis, c'est vraiment un bel outil qui est spécialisé pour l'enseignement en ligne. C'est super cool. Ouais. C'est le fun que tu l'offres aussi directement via la plateforme. Ça doit faciliter la vie des tuteurs, là, 100%. Ben, oui, puis c'est quoi? C'est du dorlotage. Oui. Tu peux aussi venir les stabiliser, vous assurer aussi d'avoir une relation. Puis pour eux, il n'y aura pas autre façon de faire qu'avec SOS Prof. Une plateforme vraiment conçue pour ça. Là. Oui, on reçoit beaucoup de commentaires de nos tuteurs pour nous dire à quel point notre plateforme, elle est facile. Wow. Facile à utiliser. Et c'est vrai, elle est facile à utiliser. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Et puis d'ailleurs, en revenant sur le sujet de ta plateforme, quelle a été la démarche, pas tout le temps, des beaux ciels et des beaux soleils, rayons de soleil. Ça a été un parcours ennuagé avec des orages des fois. Est-ce que tu peux me parler un peu de la démarche, les grandes étapes dont tu te souviens, puis essentiellement nous dire les étapes que tu as vécues pour te rendre à la réussite de ton projet de plateforme? Est-ce qu'on parle des étapes ou on parle des embûches ou on parle de tout ça? On peut parler d'un peu de tout. Je veux vraiment que tu viennes nous dire de façon la plus authentique que possible, mais essentiellement, je veux que ça reste propre à ce que vous avez vécu. On va être transparent ici, donc dis-nous ce qui en ressort le plus, mais essentiellement, une démarche est différente d'une place à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Oui. C'est à toi que ça va, Chantal. Bon, au niveau de la démarche, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et je n'ai pas non plus, au départ, été bien accompagnée là-dedans. Mm. Et donc, mon projet a été fondé par une entreprise qui se spécialisait dans la création de sites WordPress. Et ma plateforme est une plateforme maison. Mm-hmm. Donc, il n'avait aucune expertise dans tout ça. C'était nouveau pour lui-même. Et il a perdu son programmeur. OK. Et donc, quand il a perdu son programmeur, il a décidé de ne plus jamais s'embarquer dans des travaux ou des projets d'une telle ampleur où on travaille, oui, peut-être avec un framework, mais on ne travaille pas dans une plateforme comme WordPress, c'est juste du développement plus facile, si on veut. Une vitrine Internet, là, comme un site web. Donc, j'ai dû changer d'entreprise. Et là, je me suis dit, OK, ben je vais aller pour une grosse entreprise. Ça coûtait vraiment cher. Mm. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. En plus que je voyais vraiment mes économies fondre pour pas nécessairement plus de résultats. Donc, je suis partie. Je suis allée vers une autre entreprise et en fait, mon histoire, si je veux synthétiser, c'est que ça a été ça. Ça a été beaucoup de... Oui. On se lance dans le projet, j'ai une entreprise, j'ai perdu beaucoup de programmeurs. Parce que je faisais affaire avec des agences qui avaient juste un programmeur. Et après, clause de loyauté, pas le droit de reprendre le client. Je me suis vraiment trop souvent retrouvée dans ces situations-là. Que je paye ou que que j'essaie d'y aller vers une grande entreprise, ben elle peut perdre aussi son programmeur. Mm-hmm. Et là, ben, ce sont les délais qui augmentent, puis c'est le prochain devis qui augmente. Donc, je me suis retrouvée beaucoup là-dedans. Est-ce que j'ai un conseil? Moi, je pense aussi qu'il y a une question de fit quand on fait affaire avec des programmeurs. Là, j'ai vraiment trouvé mes programmeurs. Puis, ma plateforme n'a pas été nécessairement montée au départ selon les règles de l'art, on va se le dire. Maintenant, après des centaines de milliers de dollars, 7 ans de travaux, on est dans une belle version. Oui. Je suis vraiment fière. Ah, je suis contente d'entendre ça. Mais ça a été un parcours du combattant. Ça a été vraiment difficile. Aujourd'hui, elle est terminée. On est en mode maintenance. Il y en a qui disent « c'est jamais terminé ». OK, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, est-ce que les prochaines fonctionnalités que je veux ajouter sur ma plateforme, comme le dirait si bien Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Est-ce qu'il va y avoir un retour sur mon investissement si j'ajoute telle fonctionnalité ou c'est ma pure folie créative qui voudrait plus? J'ai appris à me connaître. Et je sonde toujours mes tuteurs quand je veux développer une fonctionnalité.
Et tu sais quoi? Ça fait partie de la meilleure des démarches. Parce que moi, je pense que ça va servir. Je les sonde et je réalise presque, je vais dire, dans 90% du temps, que je me trompais. C'est pas ça qu'ils veulent. Donc, au final, dans ta démarche, la priorité, c'est de mettre l'accent sur tes profils utilisateurs. Et de là, tu vois, tu établis, grosso modo, la liste des tâches qui vont être liées à chaque profil utilisateur. C'est ça, la démarche, que je ne savais pas avant, parce que je commençais. Mais c'est important de bien l'établir. C'est important que ça parte de nous aussi. Puis c'est important de la détailler le plus possible pour pas qu'il arrive de problématiques avec les développeurs avec qui tu vas travailler, qui vont dire « Oui, mais ça, tu ne l'avais pas spécifié. Oui, mais je pensais que tu le savais d'emblée. » Je vais donner un exemple hyper banal. Mon utilisateur pose une action. Exemple, chez SOS Prof, va entrer sa facturation de tutorat. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un petit carré qui dise « Votre séance a été remplie avec succès » ou « Oups, il y a une erreur ». Est-ce qu'on veut qu'il y ait un code comme ça qui apparaisse à l'écran? Absolument. Mais si ce n'est pas écrit, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que le développeur va l'ajouter. Donc, lorsque je parle d'y aller d'une façon vraiment détaillée, granulaire, c'est long, c'est de la démarche, mais il faut l'exiger parce que c'est là que les troubles commencent. Tu ne l'avais pas spécifié, ouais, mais c'est normal, ouais, mais il faut qu'on facture à part. Ah non, mais pourquoi le facturer à part? Ça vient avec. Ouais, mais là, ça va créer des délais. Ça finit plus. Plus c'est précis, plus on demande sinon à l'entreprise de le préciser et on le vérifie, plus on a des chances de réussite dans notre projet. Mm-hmm. Je dirais que c'est la démarche essentielle d'y aller d'une façon granulaire, très spécifique et de fonctionner de façon agile. Je me suis formée, Là, à m'écouter, vous vous dites « Hey, wow, elle s'y connaît dans la gestion de développement informatique. » Croyez-moi, ça m'a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, et je me suis formée. Et la logique, c'est aussi d'utiliser un mode agile. Donc, on fait des travaux, on établit ça sur un sprint, par exemple, de 2 semaines de travail. On teste, on se réajuste. Est-ce qu'on avait bien évalué nos cartes? Est-ce qu'il manquait des éléments? Qu'est-ce qui manquait comme élément? Mm-hmm. Oups, ça va retarder notre sprint. On va retirer une des tâches qu'on devait faire pour ajouter cet élément-là. Donc, c'est mon meilleur conseil aussi dans la démarche, d'y aller pas à pas, plutôt que d'y aller selon une méthode que moi, je pensais qui était la bonne. Au début, je t'arrive avec un cahier des charges de 120 pages. On appelle ça d'y aller en développement waterfall. Puis, vous suivez tout et vous donnez un devis ferme sur tout ça. Ça peut changer. On peut simplifier en cours de route. Il y a des fonctionnalités qu'on va retirer, qu'on va trouver que finalement, c'est beaucoup plus compliqué à implémenter que ce qu'on pensait. Fait qu'on va le retirer. Ah, il y a une nouvelle technologie qui arrive. Ah, par exemple, un fournisseur auquel on devait aller se connecter notre API, vient de sortir une nouveauté qui nous évite d'avoir à développer custom une fonctionnalité. Donc, ça peut changer. C'est pour ça que je dis toujours, on travaille de façon agile. Ouais. Je pense que chez Hello Darwin, c'est beaucoup une façon de procéder aussi avec les gens qui gravitent autour de votre organisation. Puis, un autre conseil que je donne, c'est ayez toujours un avocat près de vous pour réviser un contrat. Oui. C'est la plus grande erreur que j'ai faite de ne pas le faire. Maintenant, je le fais. OK? On ne veut pas des clauses qui sont juste à l'avantage de un ou de l'autre. Il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit raisonnable. On ne veut pas signer une clause qui nous mettrait en péril. Et on sait que s'il y a des délais, moi, en tant qu'entrepreneur, vous nous faites perdre des sous en ne livrant pas à temps. Ben, pourquoi ne pas l'écrire dans un contrat? Ça engage la personne à livrer quand même dans les délais prescrits. Et aussi,
d'y aller avec une personne externe qui va surveiller le projet. Alors, par exemple, on dit à Hello Darwin, trouvez-moi un business analyst ou trouvez-moi un autre développeur qui va juste surveiller les travaux de mon développeur actuel ou de l'entreprise avec laquelle je fais affaire. Là, vous me direz, ah, oui, mais ça va vraiment coûter plus cher. Hey, vous parlez à la plus grande cheap qu'il n'y a pas au monde. Tu sais, moi, tout a été basé sur du lean management, sinon je m'en serais jamais sortie. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait, moi? Pensez-vous que je l'ai embauché, cette personne-là, pour surveiller mes projets? Non. Erreur. Ça m'a coûté vraiment plus cher. Donc, je pense que ça fait partie du développement, puis c'est un sujet qui est super important à discuter dans la transformation numérique. On ne peut pas se passer d'avoir quelqu'un qui surveille, une personne externe qui surveille, puis un conseiller juridique qui va s'assurer que on est avantagé, que tout le monde est avantagé dans le contrat et qu'on ne signe pas quelque chose qu'on ne devrait pas signer. Définitivement. Ouais. J'adore que dans cette question qui est en fait, oui, en effet, très large, tu as abordé tellement de petites choses qui se révèlent à être des conseils. Vraiment, là, tout d'abord, tu nous parles de tes embûches, de ton parcours, mais de comment tu t'attendais pas à te retrouver dans une situation qui était plus immense que tu n'aurais jamais pu croire. Ce parcours qui se révèle à être un parcours long et où tu as dû t'acharner, mais au final, qui t'a apporté tellement de succès, de fierté. Mais à travers tout ça, tu abordes des choses comme essentiellement la protection de ses arrières, la protection de ton entreprise, de aussi faire confiance à des experts, parce que essentiellement, tu es experte dans l'enseignement, dans être tutrice, dans le besoin que recherchent les jeunes, mais aussi les tuteurs, mais quand vient l'attente de la transformation numérique, tu as dû avoir une ouverture d'esprit, de te former pour être au niveau de où tu es aujourd'hui. Et j'aime le message que tu passes, qui est de ne pas avoir peur d'apprendre, de aussi ne pas avoir peur de chercher de l'aide. Et ça, c'est un mot que j'ai, pas un mot, mais un message que j'adore que tu adresses parce que beaucoup trop d'entreprises vont se jeter dans ce parcours de transformation numérique sans savoir les coûts, les pépins, les spécificités de la transformation numérique qui font en sorte que c'est plus difficile qu'on peut croire si on ne sait pas rien dans le domaine et que ce soit d'aller chercher de l'aide d'un avocat qui, au niveau de la loi ou que ce soit chercher de l'aide au niveau d'une entreprise qui s'y connaît, qui peut vraiment gérer le projet ou aider l'entreprise dans sa croissance. Je pense que tu ne te trompes pas et que c'est une des choses que tu as apprises qui va être super pertinente à ressortir de cette entrevue et que je veux définitivement qu'il soit le sujet principal, là, qui est vraiment fascinante de ta propre démarche à toi, au final. Là. Oui, j'ai vraiment été très autodidacte dans le processus. Et si j'avais une chose à rajouter aussi, c'est que je réalisais pas que j'étais, on appelle ça une product owner. Je réalisais pas que c'était mon produit informatique. On dirait que c'était juste le produit informatique que quelqu'un créait, mais en fin de compte, c'est à moi, c'est ma propriété intellectuelle. Puis ce sont vraiment des développeurs qui m'ont fait prendre conscience de ça et qui m'ont dit, parce qu'il m'est vraiment arrivé un événement très dommage. On avait une plateforme qui avait tellement accumulé de délais qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, mais je quitte. Je quitte, là, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve d'autres développeurs. Vous n'êtes pas capable de livrer. Les mois s'accumulent, puis je veux dire, il n'y a rien qui marche. Et ma plateforme était storée sur leur repository GitHub. C'est là où est-ce que c'est bon. Donc, croyez-le ou non, je me suis fait retirer mes accès à mon propre projet et l'entièreté de ce que j'avais payé pour payer la petite facture qui restait une fois payable, une fois que les travaux sont terminés, testés et tout. Mais il n'y avait rien de l'entièreté de la plateforme qui avait été testée. Et on a fait une expertise après, puis on avait 600 bugs techniques. Elle était intestable. Wow. Apprendre que c'est sur votre dossier GitHub que vous devriez être admin. Personne ne devrait pouvoir vous mettre à la porte de votre compte Google AdWords, de votre compte Meta, de votre compte GA4, de Google Analytics, Google Tag Manager. Jamais de votre compte WordPress, parce que beaucoup de gens utilisent WordPress. Vous en êtes les administrateurs principaux.
C'est votre produit informatique. Ça vous appartient. Assurez-vous que vous détenez la propriété intellectuelle du produit informatique qui vous appartient, que vous payez. Ouais. C'est vraiment important de comprendre quel est votre rôle du moment que vous décidez. Là, mais c'est même plus une question de décision de nos jours. Tout le monde doit avoir un site Internet. Oui. Alors, vous êtes propriétaire d'un site Internet. Oui. C'est votre produit. C'est ça, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles aujourd'hui parce qu'on oublie, vu que c'est pas nécessairement quelque chose de tangible. C'est pas un produit comme une tasse ou un chandail exact. Que tu peux voir le retour, que tu peux modifier. Ah, c'est pas le tissu que je veux. Ah, c'est pas la grandeur qu'il me faut. Ah, c'est pas le modèle. Mais c'est la même chose pour un produit numérique. Exactement. C'est la même chose pour un produit comme une plateforme qui, en fait, dans ton cas à toi en plus, est un produit custom, est un produit qui a été fait maison de Absolument. A à Z. Tu dois t'assurer que les couleurs de la plateforme te conviennent, que l'aspect utilisateur te convient. C'est vraiment ça, au final, c'est la conception du produit. De la même façon que quelqu'un qui fait une entreprise de vêtements aurait un fournisseur qui leur Exactement. offre le chandail. Mais définitivement, et j'adore que tu en parles, Chantal. Et donc, il est inacceptable qu'une entreprise qui est mandatée à travailler sur votre produit informatique prenne des décisions concernant votre produit informatique sans vous en parler, sans avoir votre acceptation avant de faire les travaux. Inacceptable. Oui. C'est pas leur produit, c'est votre produit. Et ça, c'est parce qu'un produit informatique, on veut pas y toucher. C'est un code, c'est du chinois, c'est une autre langue. C'est tellement une expertise pointue qu'on préfère probablement déléguer. L'envoyer en dessous du tapis ou faire comme si ça n'existait pas. Espérer qu'il sort parfait, mais c'est pas à moi. Un peu comme quand notre enfant est impoli devant tout le monde à table, tu te dis « Oh my God, c'est pas à moi celui-là. Moi, j'ai juste les deux autres. » Ben, c'est la même affaire pour un produit informatique. On dirait que parce qu'on connaît pas, on veut pas se l'approprier, mais parce que c'est pas tangible aussi. C'est pas tangible, mais ce l'est en réalité. Oui, c'est ça. Mais on s'en rend pas compte. On y touche pas. Ouais. On y touche pas. Ouais. J'adore que tu en parles. Puis c'est vrai, on se dit toute la même chose, ou on le voit pas tout de suite, ou on le comprend pas. Mais oui, c'est vrai qu'il faut penser à ça comme ça, puis se dire, hey, non, je mets des sous là-dedans, c'est mon idée, c'est ma création, puis c'est beaucoup plus que simplement du codage dans l'air. Ça va devenir un produit vraiment à lui tout seul. Exact. Puis un peu plus tôt, quand tu me parlais de ta démarche, on parlait un peu des sous que tu as mis dans ce projet-là. Sans toucher en détail tous les investissements que tu as mis, est-ce que tu es à l'aise de nous parler un petit peu de ton processus financier et de peut-être l'aide financière que tu as eu accès, si tu as eu accès à des subventions, de l'aide financière du gouvernement, par exemple? Alors, je me suis toujours autofinancée. OK. Donc, tous les profits que je faisais, je les réinjectais parce que, comme je l'ai mentionné, je suis dans le lean management. Je voulais pas payer des intérêts sur un produit. Donc, j'ai préféré y aller avec mon cash flow tant et aussi longtemps que j'en ai. Donc, c'est certain que dans des périodes plus creuses comme l'été, c'est pas le moment nécessairement où est-ce que j'y allais à fond dans le développement informatique. Il y a des moments où est-ce que je prenais des pauses. Est-ce que j'ai eu des subventions? Pas pour le développement comme tel. Mais j'en ai eu, par exemple, à l'époque de la COVID pour me former, notamment dans la méthode agile. J'en ai eu aussi pour me former avec Service Québec au niveau d'HubSpot. J'en ai eu beaucoup pour la formation pour HubSpot. Donc, comment utiliser cet outil qui est phénoménal, qui fait peur. Comment on va le rentabiliser parce qu'il coûte cher, HubSpot, on va se le dire. Là, c'est quand même un outil qui coûte assez cher, donc on veut l'utiliser à son maximum. Alors oui, j'ai eu ça. Et puis dernièrement, j'ai souscrit au Pécan phase 1 et 2. Oui, volet 1, volet 2. Volet 1, volet 2. Et puis, je les ai eus. Donc, ce qu'on va faire avec, on est encore dans de l'accompagnement, de la formation, de l'optimisation pour aller chercher le plus d'automatisation possible. Puis là, vous me direz, ouais, mais t'en as pas assez de partir une semaine sans... C'est quoi, tu veux partir un mois sans que... Non, c'est pas ça. C'est qu'on veut vraiment... en un coup d'œil, aller créer les tableaux de bord qui
qui ne s'en peuvent plus pour comprendre la business. On veut tout aller connecter à HubSpot. On n'est pas encore, ça ne me satisfait pas encore assez. Puis on veut aller chercher des informations là, dans les limbes de l'entreprise, aller tirer le meilleur potentiel de mon application HubSpot avec QuickBooks, avec Stripe, avec GA4. Tu comprends? Avec tout ce qu'on peut connecter, on va le connecter ensemble. On va le connecter puis on va créer des tableaux de bord. Donc, c'est ce que va nous permettre une subvention comme le Pécan. Ben oui, certainement. Puis c'est vrai, on a beaucoup aidé d'entreprises nous-mêmes à aller chercher le Pécan. Le Pécan, malheureusement, terminé aujourd'hui, mais contente que tu as pu en profiter pendant que le Pécan 2, en fait, volet 2 est fermé, mais volet 1 est encore ouvert en date d'aujourd'hui. Mais oui, en effet, je pense que ce qu'il faut vraiment aller chercher de ton message aussi dans tout ça, c'est qu'on peut aller chercher de l'aide par rapport aux ressources financières gouvernementales pour les entreprises qui cherchent à faire la transformation numérique. Essentiellement, c'est pas quelque chose d'acquis tout de suite. C'est tout nouveau, la transformation numérique, mais c'est définitivement quelque chose qu'on peut aller faire en tant qu'entreprise, aller chercher de l'aide, des subventions, d'aller chercher de l'aide financière du gouvernement. Oui. Définitivement. Et je conseille vraiment de se faire accompagner. Oui. Je pense qu'Hello Darwin, vous êtes génial, vous détenez une expertise là-dedans, dans cet accompagnement-là, et pour vous assurer de pouvoir avoir les subventions, de ne pas arriver avec un projet où est-ce que vous vous faites pré-approuver, mais qu'au final, quand vous êtes là pour vous faire payer, ça ne fonctionne pas. Oups! Alors, je pense qu'un accompagnement avec des professionnels pour vous assurer que ça se passe bien, c'est aussi nécessaire. Autrement dit, moi, je suis très autodidacte puis je veux tout faire par moi-même. Ben, j'ai aussi appris que c'est pas ça, la vie. Des fois, il faut prendre la main de quelqu'un qui va nous aider. Ben, je veux dire, il faut être entouré. Tu sais, il y a un adage qui dit « Seul, on va plus vite, mais à 2 ou à 3, on va plus loin. » Ben moi, je te le dis tout de suite, là. Seul, on va pas vraiment plus vite, dans le fond. Tu t'es rendu compte que... Fait que c'est comme, entoure-toi, seul, c'est... Qu'est-ce que tu fais seul, au final? Ouais. Donc, c'est vraiment de bien s'entourer. Si vous êtes cheap, à un moment donné, requestionnez-vous sur les coûts d'opportunité ou sur les erreurs que vous pourriez faire qui vont vous coûter nettement plus cher. Oui, au final. C'est sûr que sur le coup, payer un conseiller financier, 300 $ de l'heure pour réviser un contrat, c'est cher, ça n'a aucun sens. Non, mais... Attends si tu fais l'erreur, l'amende ou la situation pourrait être beaucoup plus salée. Là. Ben oui, je ne paierai pas ma comptable pour remplir mon sommaire 1. Là, tu reçois une lettre 4 mois après avec les intérêts. T'as mal fait ça. Oui. Et j'aime que tu en parles d'être entouré. D'ailleurs, ma question suivante tourne autour des fournisseurs avec qui tu as choisi de continuer et en général aussi les acteurs. Qui sont les acteurs principaux qui t'ont permis de réussir ton projet et puis ceux qui restent avec toi dans le fondement d'SOS Prof? Ceux qui restent avec moi ou ceux avec qui moi je reste? Donc là est la question. On a travaillé avec environ 20 développeurs. Wow! Pendant toute la démarche? Pendant toute la démarche. Okay. C'est énorme. Il n'y a pas un programmeur qui fonctionne de la même façon. Et chaque programmeur qui reprenait le projet disait que le programmeur d'avant n'avait pas bien fait son travail. Donc, puis là, après ça, lui faisait dire par l'autre programmeur qu'il n'avait pas bien fait son travail. C'est toujours ça. Donc, d'où l'importance de s'entourer de quelqu'un d'autre qui va surveiller le dossier. Alors, moi, j'en ai un qui a travaillé dans SOS Prof. Puis, j'ai un partenaire en ce moment qui est magique. Ça m'a pris du temps de le trouver, puis je remercie vraiment la vie. Je ne sais pas si je peux le nommer, mais il mériterait tellement d'être nommé, mais en tout cas, je remercie vraiment la vie qui soit sur mon chemin. Parce que de la façon dont il travaille, c'est que moi, je veux que les choses soient faites hier. OK? Puis moi, je suis pas développeur. Alors moi, des idées, j'en pompe plein. Maintenant, est-ce qu'elles sont faisables? L'exécution. Et là, moi, c'est
Ah oui, oui, on empile plein de tâches, puis on va tout mettre ça en ligne. Hein? On teste, puis on met ça en ligne. Let's go, 300%. Non, lui, il refuse de travailler comme ça. Est-ce que moi, je me dis, mais c'est vraiment lent? Ah oui, c'est peut-être un petit peu plus lent de la façon qu'on travaille, parce que lui, on travaille avec 2 tâches à la fois. Hey, 2 tâches à la fois, hein? Là, je vois mon backlog, je suis comme, on va y arriver dans 10 ans. Non, sais-tu quoi? On y arrive encore mieux que jamais parce qu'on y va d'une façon granulaire. 2 tâches à la fois, on les teste. S'il y a un bug en production, on le sait qu'on a juste fait 2 tâches. Si tu en as fait 15, puis tu mets 15 tâches en ligne, bonne chance pour récupérer le bug. Bonne chance, parce que nous, on travaille avec un CI/CD Docker qui nous permet d'envoyer tout dans un environnement bêta. On teste, mais une fois que c'est mis en production, on ne peut plus faire un rollover, on ne peut plus retourner en arrière. Il faut aller changer le code. On ne peut pas juste annuler ce qu'on a fait. Donc, aller changer le code, quand tu as 15 tâches qui sont liées, c'est plus qu'une tâche qu'il faut que tu ailles changer. C'est le secret de notre succès actuel. Ouais. Ça va super bien, puis j'ai pas le choix. Il avancera pas plus. Mais au moins, t'as l'outil, t'as vraiment et je le remercie tellement. Julien, si tu m'entends, merci d'être comme tu es. Il est doux. C'est un ange, là. Il est vraiment doux. Mais sa petite façon de me dire, Ah, Chantal, là, on va prendre une petite pause, là, tu sais. Là, je le sais que son... là, c'est parce que... non. OK, bon, OK, c'est non. Je trouve ça merveilleux. Alors que beaucoup de programmeurs, avant, y allaient, faisaient ce que je demandais. Non, fais pas ce que je demande. Je connais rien là-dedans. Fais ton expertise. Je te fais confiance. Vas-y à ton rythme. Selon ce qu'on fait, je vais suivre ton protocole. Puis après ça, j'ai quelqu'un d'autre qui va aller vérifier, si nécessaire, ce qui a été fait dans les travaux. Donc, c'est l'équipe que j'ai actuellement, mais on est en maintenance. Là, on est juste dans la réparation de quelques bugs, puis on est en maintenance, grosso modo. Donc, on est parti pour plusieurs années. Super. Et est-ce que tu as vu un changement dans la main-d'œuvre que tu as eu besoin? Est-ce que tu as dû engager des personnes pour réaliser de l'aide aux développeurs ou c'était vraiment juste ces développeurs-là qui travaillent plus ou moins en corrélation? Parce que j'imagine que la main-d'œuvre, au final, ça devient les fournisseurs. Oui, alors c'est notre fournisseur. J'ai jamais embauché un développeur personnellement sur mon payroll. Donc, j'ai toujours fait affaire avec un fournisseur. Puis, mon fournisseur, généralement, ce que j'avais, c'est un chargé de projet, puis un développeur. Mais comme c'est moi qui gère le projet, parce que j'adore ça maintenant, c'est vraiment mon dada, et on n'a presque plus besoin de gestionnaire de projet. C'est moi qui passe le temps à le faire et c'est moi qui parle directement avec le programmeur. Ce que j'aime vraiment aussi, c'est quand le programmeur ouvre le code et va me lire ce que c'est. Et là, je vois toutes les règles que j'ai créées, mais il me traduit les règles, donc ça me permet vraiment de voir, aïe, cette règle-là, elle est codée de cette façon-là, puis je suis même capable de commencer à comprendre ce que le code veut dire quand il me l'explique. Ça me fascine. Oui, c'est fascinant. C'est fascinant. Tu as raison de le dire, définitivement. Merci beaucoup, Chantal. Ça a été un plaisir de t'avoir. Avant de terminer l'entrevue, j'aimerais juste qu'on récapitule peut-être les conseils que tu nous as déjà donnés. Tu nous en as donné beaucoup. Je suis très gentille. C'est très généreux de ta part. Je suis très reconnaissante de cette entrevue. Est-ce que tu pourrais peut-être terminer avec quelques autres conseils? Je sais que tu as mentionné tout à l'heure de faire confiance à des experts qui peuvent t'aider, de se jeter de se plonger dans ce projet-là en étant ouvert, en se formant. Tu as donné beaucoup d'insights là-dessus. Est-ce que tu as peut-être d'autres petits conseils que tu donnerais à une entreprise jeune ou petite, moyenne qui cherche à potentiellement faire ce que tu as fait ou de se lancer dans une transformation numérique qui pourrait être révolutionnaire? Oui. Prendre le temps, avant de commencer les travaux, vraiment prendre le temps d'analyser les besoins et de consulter plusieurs entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne de la même façon. S'assurer que les travaux vont être vraiment bien décrits, qu'on est accompagné au niveau juridique avec quelqu'un qui va vraiment s'assurer que tout va bien. Puis surtout, je dirais, au niveau de ton équipe après, ça prend du temps. Il y a
des gens qui vont être un petit peu plus résistants au changement parce qu'on change leur organisation du travail. Et c'est correct. À la limite, je voudrais... C'est même pas de la résistance au changement. Il faut le voir juste comme... Un peu comme l'enseignante en moi. Il y a certains élèves qui comprenaient très facilement, il y en a d'autres moins. Mais une fois qu'ils avaient compris, ils avaient compris. Donc, c'est d'être patient aussi. Oui. C'est de ne pas voir que les gens résistent. C'est de voir qu'on les sort de leur zone de confort, puis que ça les rend un petit peu anxieux, de les rassurer, puis surtout de faire de s'assurer de bien les former, de bien les accompagner dans tout ça, au lieu de juste leur garrocher un nouveau système. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Leur garrocher un nouveau système et dire « Hey, va naviguer dedans, amuse-toi, puis pose-moi tes questions après. » Donc, il y en a qui ont besoin vraiment d'un encadrement. Oui. Il faut écouter ça. Je pense que le mot d'ordre, c'est soutien, vraiment. Du soutien. Il ne faut pas prêter de mauvaises intentions, généralement, aux gens, OK? Les gens font comme ils peuvent, puis il ne faut pas oublier que si toi, tu décides qu'une de tes fonctionnalités, tu veux qu'elle soit comme ça, bien, il n'a peut-être pas compris la même façon. Patience, résilience et persévérance. Oui, j'adore. Et je pense que c'est très enseignant de ta part de nous donner ce message-là, mais j'adore que tu nous en parles, que tu nous fais preuve aussi toi-même de persévérance à travers ton parcours et que tu nous dises, écoutez, ça peut faire peur, c'est pas si épeurant que ça. Et tant qu'on a le soutien, la résilience, la persévérance, on peut accomplir de grandes choses. Et je pense que c'est ça le mot d'ordre là-dedans. Là, c'est vraiment de pousser puis de se lancer à pieds joints, mais tout en ayant ces belles valeurs-là. Et je t'en remercie, Chantal. Ça a été plaisir. Une super belle entrevue. Je te souhaite tout le meilleur pour SOS Prof. Merci. Et je souhaite qu'on continue à travailler ensemble dans l'avenir. Ben oui. Et puis, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir accueillie. J'en suis reconnaissante.